embaucher quelqu'un, c'est un petit peu comme un mariage. Il faut qu'il s'intègre à l'équipe. Il faut que nous, on l'intègre aussi. Et je sais que pour dire à la première personne de partir, j'ai mis du temps, peut-être trop de temps. Je sais que ça a pris un mois. Et tous les jours, je venais et tous les jours, je constatais que c'était pas ça et que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça n'irait pas, ça ne collerait pas. Et une fois que j'ai fait ça, il y a eu comme un déblocage psychologique. Et maintenant, j'ai plus aucun problème à expliquer aux gens quand ça va pas. Depuis, il s'est séparé de 2 autres collaborateurs. Retour chez Guillaume à Meudon-la-Forêt. La vie de patron a des contraintes et l'une des premières qu'il a rencontrées, c'était l'incompatibilité avec sa vie privée. Bonsoir. Mais depuis quelque temps, on dirait que ça va beaucoup mieux. Sa nouvelle copine s'appelle Marie, elle a 26 ans. Elle est assistante commerciale dans une agence photo. Ils se sont rencontrés il y a 3 semaines, ils se connaissent encore très peu et chaque fois qu'ils se voient, c'est l'occasion pour Marie d'en apprendre un peu plus sur la vie de Guillaume. Sur ses vacances, mais aussi sur son métier. Qu'est-ce que je fais pour toi? Tu as créé un site sur Internet. Oui, c'est vrai, maintenant, dans le détail, je sais pas vraiment ce que tu fais. C'est vrai que je t'ai jamais vraiment posé la question. Tu m'as jamais d'ailleurs dit que tu faisais exactement. Peu importe, car pour Guillaume, Marie a bien d'autres qualités. Marie, c'est une fille formidable, c'est une fille qui est assez libre. Elle était célibataire pendant un long moment, donc elle a une vie personnelle, elle a plein d'occupations et voilà. Oui, ça va, je suis assez indépendante. Voilà, elle est indépendante, elle est autonome. C'est très bien. À lui. Elle n'a pas ce besoin qu'expriment certaines. Tous les soirs à 19h, quand tu rentres, bon, je veux voir mon mec, il est où? Une relation, c'est quelque chose de fond et c'est pas quantifiable. On peut se voir 1 jour, 2 jours par semaine et que ça se passe bien, quoi. Vous êtes d'accord? Oui, oui, tout à fait. Une copine sympa et conciliante, tout va bien pour l'instant dans la vie privée de Guillaume. Et côté professionnel, ça ne va pas mal non plus. L'été est terminé, nous sommes maintenant à la mi-octobre. Pendant 9 mois, nous avons suivi l'histoire de Guillaume et ses amis. Aujourd'hui, la société s'est agrandie. Elle compte maintenant 19 personnes, dont 7 stagiaires. Le site lui-même a changé de nom. Toulouet.com s'appelle désormais Mr. Rent. Une marque en anglais car leur site est accessible depuis le monde entier. Il s'est enrichi de photos et de conseils, comme ici tout ce qu'il faut louer pour déménager emménager. On peut aussi y louer toutes sortes de choses étonnantes, comme des œuvres d'art ou des animaux sauvages. Tous ces services ont attiré davantage de visiteurs. À peine une centaine par jour au mois de février lorsqu'ils ont démarré, plus de 3000 aujourd'hui. Ce n'est pourtant pas avec ce trafic supplémentaire qu'ils gagnent de l'argent, mais avec leur fameuse vitrine. En 3 mois de prospection, ils ont réussi à en placer une vingtaine. Ici, par exemple, un loueur de limousines anciennes qui présente ses modèles. Pour l'instant, les vitrines vendues leur rapportent 50 000 francs par mois. C'est un bon début, mais pour continuer à développer leur site, il faudra qu'ils trouvent encore beaucoup d'argent. Plus de 10 millions de francs, notamment pour lancer une campagne de pub. Vendredi 13 octobre, minuit. Ce soir-là, il y a beaucoup de monde dans l'appartement de Bastien. Ils sont venus pour son anniversaire, il a 28 ans. Le gâteau est au nom de Mr. Rent, car ce soir, les 3 fondateurs célèbrent aussi une aventure qui n'en est qu'à ses débuts. Guillaume Chauvet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il s'est passé à peu près un mois entre le dernier tournage, là, au moment de ce gâteau d'anniversaire, et ce soir. Donc on a envie de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Et puis Michel Meillat, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes un des grands noms de l'Internet, Multimania, c'est le site communautaire que vous avez fondé, vendu récemment à un groupe européen, valorisé à 1,5 milliard de francs.
Et on vous a vu dans ce reportage d'ailleurs avec Gilles Guéquière, à un moment où vous n'avez pas suivi Guillaume et ses associés dans leur aventure. Vous n'avez pas mis l'argent dont ils avaient besoin à l'époque pour continuer. Alors on a le sentiment que c'est dur, que c'est jamais gagné. Et en même temps, on voit qu'aujourd'hui, dans la nouvelle économie, il y a des désillusions, des entreprises qui n'ont plus d'argent, qui font faillite. Est-ce que vous redoutez à un moment de ne pas y arriver? Est-ce que c'est gagné ou est-ce que vous vous dites encore, c'est pas gagné? La création d'entreprise, c'est jamais gagné, que ce soit dans l'Internet ou ailleurs. C'est vrai qu'on est dans des modèles qui sont peut-être beaucoup plus enclins à faire faillite parce qu'on n'est pas rentable pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour certains. Ce sont des entreprises qui ne gagnent pas d'argent aujourd'hui. Tout à fait, et voire même certaines entreprises qui n'ont pas de modèle pour gagner de l'argent. On vous a vu dans ce reportage à un moment où vous aviez besoin de 3 millions de francs, vous ne les avez pas eus, et vous dites, le banquier attendait ça pour qu'on puisse continuer. Qu'est-ce que vous lui avez dit au banquier le lendemain matin? Le lendemain matin, je n'ai pas osé l'appeler. J'ai digéré un petit peu cette soirée difficile. Je suis allé le voir le lendemain. Le surlendemain, donc? Oui, le surlendemain, en lui expliquant que ça se passait bien, mais que ça prendrait plus de temps que prévu. Vous lui avez menti, alors? Je lui ai menti, je m'en excuse une fois de vue. Mais... Quel est le prochain rendez-vous avec les banquiers? Parce que j'imagine que vous allez à nouveau avoir besoin d'argent. On vient de commencer une levée de fonds de 20 millions de francs, qui, pour l'instant, se présente dans des conditions bien sûr beaucoup plus difficiles qu'en début de cette année. Parce que vous avez besoin de 20 millions de francs pour continuer, c'est ça que vous dites? Non, on a besoin de beaucoup moins pour continuer. On a besoin de 20 millions de francs pour vraiment exploser et être une entreprise. Vous ne les avez pas encore. Donc aujourd'hui, quelle est la prochaine échéance? C'est quand? Alors, la prochaine échéance de cash pour nous, c'est le mois d'avril. D'accord. D'ici là, il faut maîtriser les coûts et rentrer du chiffre d'affaires, et c'est ce à quoi on s'emploie depuis 1 mois. C'est jamais gagné, c'est vrai, Michel Meyer, qui a eu des faillites dans l'économie d'Internet. Vous n'avez pas suivi leur aventure, vous pensez qu'ils vont y arriver? Je pense qu'on voit tout au long du reportage qu'ils ont beaucoup appris, beaucoup mûri. Et d'ailleurs, c'est à peu près le raisonnement que nous avions eu. Nous pensions qu'ils n'étaient pas encore mûrs pour que nous puissions travailler correctement avec eux. Et c'est pour ça que nous les avons réorientés donc, vers cet incubateur qui est là pour les aider beaucoup plus en amont. Et aujourd'hui, vous pensez qu'ils vont s'en sortir, qu'ils vont y arriver? Aujourd'hui, je crois qu'il y a encore tout à faire. Je pense qu'il faudrait regarder un peu plus dans les chiffres. C'est très difficile de voir ça comme ça en quelques minutes. Mais il y a tout un potentiel et il y a un marché qui est là. L'Internet en est à ses tout débuts. Donc si on peut créer une société qui joue un rôle clé sur ce marché, il y a beaucoup de chances de créer de la valeur. Tous ces entrepreneurs de la nouvelle économie, on a le sentiment que vous vivez vraiment dans une bulle, qu'on sacrifie presque tout, sa vie privée, qu'on ne fait plus que ça. C'est ce que vous avez vécu aussi et c'est vraiment la réalité? C'est clair que dans les phases notamment de création d'entreprise, on a 50 choses à faire, on a peu d'argent, donc il faut toujours effectivement assurer le paiement des salaires en fin de mois, d'autant plus quand on a des salariés. Et ça réclame beaucoup de temps et dans les journées, il n'y a que 24 heures, donc c'est vrai qu'on sacrifie la vie personnelle aux dépens de la vie professionnelle. Vous avez vraiment le sentiment de vivre dans une bulle aujourd'hui, Guillaume Chauvet? Oui, c'est clair que les relations qu'on a avec les gens, c'est uniquement dans le monde Internet. Les relations personnelles, il n'y en a quasiment plus. Moi, je suis marié avec ma société. C'est terrible. Non, c'est un choix et j'adore ça. Ouais. Enfin, non, mais ça, tant mieux, ça c'est le plus important. Bon, alors, aujourd'hui, une dernière question. Vous travaillez énormément. Vous êtes combien déjà dans la société aujourd'hui? Une vingtaine de personnes aujourd'hui. 20 personnes. Théoriquement, vous devriez prochainement appliquer la loi des 35 heures dans l'entreprise. Est-ce que ça vous paraît possible? Combien d'heures travaillent les gens qui travaillent avec vous aujourd'hui par semaine? Alors aujourd'hui, c'est évident qu'on ne peut pas se permettre de respecter les 35 heures. C'est une loi qui est très très difficile pour les petites sociétés comme la nôtre. Et malheureusement, les gens travaillent plus de 35 heures. Combien de temps travaillent-ils? Au moins 45 heures. Et alors comment vous allez faire? On n'est pas aujourd'hui en mesure de respecter la loi. Alors on vous souhaite malgré tout de pouvoir y arriver un jour. En tout cas, bonne chance Guillaume Chauvet dans cette aventure. Merci d'avoir été avec nous. Michel Meyer, vous restez avec nous. Nous allons maintenant aller dans la Silicon Valley, en Amérique, en Californie. C'est un peu le cœur de la nouvelle économie. C'est aussi un endroit où la prospérité de toutes ces entreprises créées autour des nouvelles technologies, de l'informatique et d'Internet est la plus visible. Une famille sur 10 est millionnaire en dollars dans la Silicon Valley, la vallée la plus riche d'Amérique. 150 emplois créés chaque jour, un véritable boom économique qui a aussi ses effets pervers,
embouteillage monstre, loyer hors de prix, flambée des prix. Alors, à qui profite ce nouvel Eldorado? Pourquoi, paradoxalement, dans cette vallée a priori idyllique, certains vivent-ils très difficilement? C'est un reportage de Gilles Delbos, de Jean-Luc Roux, Gilles Debray et Jérôme Pavlovski. Nous sommes aux États-Unis, ville de Palo Alto, en Californie. Bonjour. Gwendoline Luce est agent immobilier. Elle a rendez-vous avec la propriétaire de cette maison en bois, une personne âgée qui veut vendre son bien pour partir en maison de retraite. Bonjour madame. Bonjour. Elle ne parle pas français, mais elle est très gentille. Madame Ida a 78 ans, elle est veuve depuis quelques mois et est ravie de nous faire visiter sa modeste maison. On peut visiter? Oui, entrez. La maison est spacieuse mais un peu défraîchie. Ça fait plus de 40 ans que Madame Ida s'est installée dans ce petit coin tranquille des États-Unis. Voici le salon, à côté la salle à manger et la cuisine. Depuis combien de temps vous habitez ici exactement? Depuis 1957. 1957, she moved in. Est-ce que vous vous rappelez combien vous l'avez acheté? Oui, à l'époque, je l'avais payé 160 000 francs. Un petit jardinet à l'extérieur, la maison de Madame Ida est une sorte de préfabriqué avec garage, comme il en existe tant aux États-Unis. Une demeure modeste qui va pourtant faire aujourd'hui sa fortune. Combien vous voudriez la vendre? 8,5 millions de francs. Mais on va d'abord la mettre à prix à seulement 7 millions de francs. C'est vraiment un bon investissement. Madame Ida n'est pas folle, sa bicoque s'est bel et bien vendue plus de 8 millions de francs en moins d'une semaine. Car nous sommes dans la vallée la plus chère du monde, la Silicon Valley. Au sud de San Francisco, la voici. Un bout de Californie coincé entre mer et montagne, une vallée longue d'environ 50 km et large d'à peine une dizaine. Une bande de terre où il n'y a plus 1 mètre carré de terrain constructible. Tout cela parce que dans cette rue de Palo Alto, il y a 40 ans, derrière ce portail, dans le petit garage du fond, Monsieur Hewlett et son ami Monsieur Packard ont inventé l'ordinateur personnel. Depuis, ces pionniers ont été rejoints par Oracle, Yahoo, Intel, Nortel, Cisco, IBM, Apple et les autres. Les géants mondiaux de l'informatique sont presque tous implantés dans cette petite vallée des merveilles qui, depuis 4 ans, dégage la plus forte croissance jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Il se crée ici 800 nouveaux emplois par semaine, le taux de chômage est en dessous de 2%. Seul problème, il y a bien des maisons en construction, mais pas assez. Pour 7 nouveaux emplois créés, en moyenne, un seul logement est construit. Aussi, les 300 000 informaticiens de la vallée habitent-ils toujours plus loin de leur lieu de travail. Et tous les matins, ils se retrouvent au même endroit, dans les bouchons. Parmi eux, Frédéric Sade. Voici 1 an que ce jeune informaticien français a appris à jongler avec les encombrements de Silicon Valley. Alors voilà, les gens sont arrêtés là sur, je pense, environ 2 miles, 3 miles. Voilà l'embouteillage des gens qui prennent le premier pont. Il y a donc bien quelques petits inconvénients, mais quand on est informaticien, venir travailler ici, c'est vraiment le rêve. À 28 ans, après sa thèse, un Bac+8 à Toulouse, Frédéric a été recruté par Sun Microsystems, une très grande entreprise informatique qui lui a fait un pont d'or. A commencer par le logement. Il y a une pénurie dans la vallée, mais Frédéric, lui, n'a eu aucun souci à son arrivée. Tout était pris en charge par son employeur. C'est l'endroit où j'ai été logé pendant 1 mois quand je suis arrivé. Le premier mois que j'ai passé aux États-Unis, offert par Sun et pour me permettre de me retourner, de trouver un appartement. Et rien n'est trop beau pour attirer les meilleurs cerveaux dans la Silicon Valley. Ici, il y a une piscine qui est chauffée toute l'année, donc même en hiver, les gens se baignent. Il y a le jacuzzi. Dedans, il y a une salle de musculation, une salle de squash et un sauna. Et tout ça gratuit pour les gens? Oui.
Ça facilite bien l'installation, quoi. Oui, voilà. Commencer sa carrière chez Sun a bien d'autres avantages, notamment un salaire de débutant à faire pâlir ceux qui sont restés en France. Plus de 50 000 francs par mois pour travailler à la mise au point de futures générations de téléphones portables. Notre Français n'est pas le seul à avoir craqué pour l'Amérique. Salut Olivier. Alors je vous présente Olivier, qui est français. Bonjour. Vous avez une idée du nombre de Français ici chez Sun? C'est sûr qu'on doit être plus d'une centaine largement, rien que sur ce site. Mais quand il s'installe devant son ordinateur tous les matins en arrivant, ce ne sont pas les dernières nouvelles venues de son Aveyron natal qui intéressent Frédéric. Je vais regarder le cours de l'Action Sun aujourd'hui. C'est ce que vous faites toujours en arrivant? Ah bah oui. Et on le comprend car dès l'embauche, il a aussi eu droit à des stock options. Le droit d'acheter 1 millier d'actions de son entreprise à prix réduit. Alors ça donne quoi aujourd'hui? Ça donne plus 3%, donc c'est bien. C'est une bonne journée. D'autant que pour les horaires, ça n'est pas le bagne. Frédéric dépasse rarement les 8 heures par jour. 19 h, il est de retour chez lui. Pour l'instant, son enrichissement en stock option n'est que virtuel. Il devra attendre 5 ans pour espérer toucher le jackpot et envisager d'acheter une maison. En attendant, avec sa femme qui est étudiante, il se contente de louer un grand 2 pièces, de manger du riz et de rêver au jour où ils toucheront leur stock option. Si l'action monte, moi je me rappelle exactement c'est ce que la lettre qu'on a. Si l'action monte, on va pouvoir s'acheter une petite maison. Si l'action monte 15% par an, on aura à peu près 100 000 quelques dollars à la fin de 5 ans. Si l'action monte 15%. Et si elle monte plus? Et on en a plus. Une grosse maison. Et des stocks options, ils vont en toucher chaque année. Comme l'action Sun monte en moyenne de 30% par an, Frédéric sera à coup sûr millionnaire, après tout juste 5 ans de travail. Et ils en auront bien besoin, car vous n'avez pas idée du prix que peuvent atteindre ici ces pavillons préfabriqués, alors qu'ils vaudraient en France entre 500 000 francs et 1 million. Celui-ci, par exemple, avec son garage devant. Winnie a bien envie de l'acheter, elle est prête à mettre le prix. Cette jeune fille est ingénieure chez Intel, le fabricant de microprocesseurs. La maison est du même genre que celle de Madame Ida, un peu vieillotte, mais il y a du terrain autour et l'emplacement lui semble idéal. Pourquoi voulez-vous acheter ici? Le voisinage est bon, les écoles du quartier aussi, et c'est proche du travail. Et pour ce qu'ils en demandent, je trouve que le prix est raisonnable. C'est combien le prix? 16 millions de francs. Et vous trouvez que c'est pas si cher que ça? Bien sûr, c'est beaucoup trop cher. Ça représente beaucoup d'argent. Mais comparé à d'autres maisons dans le coin, ce n'est pas si cher que ça. 16 millions de francs, c'est exorbitant. Mais le plus étonnant, c'est encore que Winnie va payer cash la maison en levant ses stock options. Et comme il y a en moyenne 3 acheteurs prêts à payer tout de suite pour chaque logement, on ne négocie jamais les prix et il faut payer comptant. Il y a tellement de personnes qui seraient contentes de payer cette maison à ce prix-là. Et au printemps prochain, tous ces gens seront prêts à surenchérir encore des millions de dollars pour emporter la maison. C'est pour cela que je veux acheter une maison tout de suite, et surtout avant les beaux jours. Car avec les beaux jours, les prix vont encore augmenter. Des maisons qui se vendent des millions de dollars en un week-end, certains agents immobiliers ont bâti des fortunes considérables, à commencer par le plus gros d'entre eux. Au volant de sa belle voiture neuve, voici l'homme pour qui la Silicon Valley est devenue la vallée de l'immobilier. Surprise, c'est un Français, Alain Pinel, 55 ans. La Silicon Valley, c'est le seul endroit dans le monde où une maison qui vaut 1 million, disons 1 million de dollars ou de francs, c'est égal, est listée à 1,5 million et se vend à 2 millions. Alain Pinel habite la région depuis les années 70. Il connaît toutes les maisons de Silicon Valley. C'est là que j'habitais dans le temps. Ça, c'est mon ancienne maison. La petite, là? Non, la grande. La petite, c'est pour les chevaux. Cet ancien journaliste d'RTL a épousé une Californienne et l'a suivi ici il y a 25 ans. Il a commencé dans l'immobilier un peu par hasard comme simple commercial. Aujourd'hui, dans ses 24 bureaux de la vallée, il fait travailler 1500 agents et dirige la plus grosse société immobilière des États-Unis,
Un volume d'affaires absolument colossal. On fait un volume de vente en l'espace des 9 premiers mois de l'année, c'est-à-dire jusqu'à fin septembre. On a fait un volume de vente d'un peu plus de 10 milliards de dollars, c'est-à-dire environ 80 milliards de francs français. Donc, ça commence déjà à chiffrer. Hein. Effectivement. Donc, on va passer les 100 milliards cette année à coup sûr. On y va? On y va. Et mine de rien, avec la commission qu'il prend là-dessus, il réalise un chiffre d'affaires équivalent à celui des magasins Darty. Toutes les semaines, Alain Pinel fait le tour de ses troupes. Aujourd'hui, c'est le jour du bilan au bureau de Los Gatos. Et comme c'est Halloween, oh my God, certains sont déguisés. Wow. Dans l'agence, l'ambiance est euphorique. Un des agents vient encore de vendre une très grosse maison. Alors je ne peux pas encore vous dire qui, parce que l'affaire n'est pas complètement conclue et qu'il vaut mieux rester un peu discret tant que tout n'est pas signé. Mais l'un de nos agents vient de vendre une maison pour 96 millions de francs. Les acheteurs sont richissimes et pour les maisons les plus chères, ils sont prêts à toutes les folies. Nous voici près de l'une des plus belles du moment. Les candidats à l'achat sont venus nombreux. C'est pour ça qu'il y a toutes ces voitures devant. C'est pour ça qu'il y a toutes ces voitures. Mais les propriétaires des belles autos veulent rester discrets. Nous devrons nous contenter de rester dans le parc. Alors voilà la maison. Cette maison, c'est une maison qui est proposée à la vente à 8 millions de dollars. C'est une maison qui fait à peu près 800 mètres carrés, un peu plus de 4000 mètres carrés de terrain. La maison, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Si on l'aime, tant mieux. Si on ne l'aime pas, l'acheteur va la détruire et en construire une autre de toute façon. En effet, cette belle demeure mise à prix 65 millions de francs a une chance sur 4 d'être rasée par son acquéreur, qui récupérera ainsi le terrain sur lequel elle est construite. La pratique est courante dans la Silicon Valley. Une quinzaine de maisons environ sont détruites toutes les semaines. Ce ranch, bâti dans Atherton, la ville la plus chère des États-Unis, venait juste d'être acheté, plus de 35 millions de francs. Ici, une bâtisse payée 120 millions de francs a disparu la semaine dernière sous les coups de cette grue. Les propriétaires devront encore rajouter quelques millions pour reconstruire une maison neuve. Pourquoi les gens qui achètent ces propriétés-là éprouvent-ils le besoin de détruire ce qu'ils viennent d'acheter? Parce qu'ils ont tellement de pognon, ils veulent s'acheter leur maison. C'est-à-dire qu'ils dépensent un argent fou pour avoir une maison qui soit véritablement la leur. Ils veulent laisser leur marque. Ils veulent construire à leur goût ce qu'ils veulent, où ils le veulent. Les prix flambent, le marché est trusté par les millionnaires de l'Internet. Mais que deviennent ceux qui n'ont pas fait fortune dans l'informatique? Laurence travaille aux États-Unis depuis 10 ans. Cette franco-américaine vient juste de décrocher le poste de ses rêves dans la Silicon Valley, comptable dans une joaillerie de luxe. Vous avez une bonne place là en fait. Hein. Oui. Vous êtes la comptable de la maison en fait. Oui, c'est vraiment le job que je recherchais de ma vie. Et je l'ai eu. C'est bien payé en plus? Oui, pour moi c'est bien, mais c'est le problème du logement ici qui me... Vous gagnez combien à peu près ici? En dollars, ça me fait 3200. Plus de 25 000 francs par mois, elle n'a jamais touché un aussi gros salaire. Oui. C'est un bon salaire pour ici, c'est pas... Ah bon? Pour ici, c'est pas assez pour... En effet, les autorités de Californie estiment à 20 000 francs par mois le revenu minimum nécessaire à un célibataire pour vivre dans la vallée. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Laurence, avec sa fille et ses 25 000 francs par mois, est juste au-dessus du seuil de pauvreté. Au bord d'une 4 voies, voici son petit rez-de-chaussée, un 2 pièces qu'elle loue près de 10 000 francs par mois, la moitié de son salaire. Et en plus, ses propriétaires contrôlent ses visites car ils lui interdisent d'héberger quelqu'un. On peut visiter? Non. Mes propriétaires, oui, parce qu'ils ont peur que je fasse venir des gens qui vont rester plus d'un mois. Donc... Vous ne pouvez pas recevoir qui vous voulez chez vous ici? Non, je ne peux pas recevoir, non. Je suis obligée de faire très, très attention. Hein. J'ai eu des problèmes cet été. Sa petite copine est venue plusieurs fois et malheureusement, ils sont venus taper à ma porte et me demander si la petite avait l'intention de rester ici, combien de temps elle avait l'intention, parce qu'ils sont obligés de me charger
un certain prix chaque jour si la petite restait, alors que bon, elle venait juste jouer avec la petite, c'est tout. Si elle reçoit du monde, ne serait-ce que quelques nuits, son propriétaire l'augmentera de 1600 francs. Cet été, elle n'a même pas pu héberger ses parents. Ils n'ont pas le droit de faire ça, sinon. Ah oui, ils le prennent, le droit. Ils le prennent parce qu'ils savent que si je ne suis pas contente, ils vont dire, bon, maintenant vous partez. On sait qu'on va avoir 10, 15, 20 personnes qui vont attendre pour un appartement. Les appartements partent très très vite ici, ils ne restent pas libres très longtemps. La folie immobilière dans la vallée touche donc aussi les loyers. Et comme il n'y a pas de durée minimale pour un bail, on peut vous augmenter tous les mois, ou pire encore. Dans cette petite maison mitoyenne habitent Roselyne et ses 2 filles. Cette institutrice française vient de Bretagne, fonctionnaire, elle est détachée à l'école internationale de la Silicon Valley. Pour travailler ici, son salaire a été doublé, 20 000 francs par mois, avec lesquels elle a toujours payé rubis sur l'ongle son loyer de 15 000 francs. Elle vient pourtant de recevoir une lettre où on lui demande de quitter la maison dans le mois. Donc voici ce qu'on a reçu le 11 octobre, nous disant de partir, qu'on avait 30 jours pour partir. Ça s'appelle 30 Days Notice. Depuis, Roselyne est dans les cartons, car ici, votre propriétaire a le droit de vous demander de partir si, par exemple, il a trouvé quelqu'un prêt à payer plus cher. Le rêve américain tourne au cauchemar. Même pour nous, les instituts les plus chers payés du monde, peut-être, la Silicon Valley, c'est pas pour nous. On n'est pas dans les computers. Voilà. Pour ceux qui sont dans l'informatique, la Silicon Valley est bel et bien un Eldorado peuplé de belles autos. Mais c'est aussi de plus en plus l'enfer pour les 3/4 de la population active qui ne sont pas dans la high-tech. Récemment, le maire démocrate de San Francisco a même soutenu une proposition visant à interdire l'installation de start-up dans les quartiers résidentiels. Parmi ceux qui ont soutenu ce projet, Amy Dean, une syndicaliste proche de Bill Clinton. Elle nous explique que les pauvres sont ici beaucoup plus nombreux que partout ailleurs, aux États-Unis. L'autre face de la Silicon Valley, c'est sa face sombre. Une face qu'on ne voit pas à la une des journaux financiers. Et derrière le mythe de cette formidable prospérité se cache une augmentation des inégalités 2 à 3 fois supérieure par rapport au niveau national. Parallèlement à la baisse du chômage, on a aussi une forte hausse des petits boulots, des emplois de mauvaise qualité. Et surtout, on voit que 40% de tous les nouveaux emplois créés ici sont en fait des emplois précaires. Ils ne donnent aux employés aucune protection sociale et le salaire ne permet pas de vivre décemment. Avec un seuil de pauvreté à 20 000 francs par mois, comme on l'a vu, nombre de ces salariés précaires, agents de maintenance, infirmières ou techniciens, se retrouvent de plus en plus souvent sans logement. Beaucoup d'entre eux atterrissent ici, dans le plus grand foyer pour sans-abri de la région. Maury Kendall en est le responsable. Eh bien voilà, vous avez ici 125 lits pour des hommes et des femmes qui viennent passer juste une nuit. Et derrière les murs là-bas, c'est pour ceux qui restent 3 mois, des gens qui en général travaillent et ont un revenu régulier. Nous sommes en fin d'après-midi, les lits sont encore vides, mais depuis le boom économique de la Silicon Valley, ce ne sont plus seulement des clochards qui viennent dormir ici, mais aussi de plus en plus de personnes ayant un emploi régulier qui n'arrivent plus à se payer un logement. On voit des gens qui travaillent dans des commerces, il y a des gardiens de sécurité, des camionneurs, autant de personnes qui partout ailleurs aux États-Unis et dans le monde pourraient sans problème se payer un logement. Mais dans cette vallée, ils n'ont pas les moyens et ils échouent ici. Sur tous les lits que vous avez, quelle proportion est occupée